Mes parents ont dépensé 75 000 € pour le mariage de ma sœur mais ont refusé de m'aider pour le mien parce que, c'est elle la jolie. Le jour de son grand jour, je me suis assise en silence au dernier rang. Puis le témoin s'est levé pour son discours et a révélé ce que ma sœur avait fait avec le frère du marié. Maman a attrapé le bras de papa, étais-tu au courant? Je m'appelle Camille Lefebvre et j'ai 29 ans. J'ai passé toute ma vie à être qualifié de « la moche » par mes propres parents. Le second choix, le plan de secours, la fille dans laquelle ils n'ont jamais pris la peine d'investir. Il y a 6 mois, ma sœur, Chloé, s'est mariée. Mes parents ont dépensé 75 000 € pour son mariage. La robe seule a coûté 14 000 €. Quand j'ai mentionné que Daniel et moi prévoyions aussi de nous marier, ma mère m'a regardé comme si j'avais raconté une blague. « Chérie, dit-elle, tu penses vraiment que quelqu'un viendrait? Chloé est la jolie. Nous devons investir judicieusement. » Alors, je me suis assise au dernier rang, siège 299 sur 300 invités. Je ne m'attendais à ce que rien ne change ce jour-là. Mais ensuite, le témoin s'est levé pour son discours, et tout ce que je croyais savoir sur ma sœur parfaite s'est effondré. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand Marc a saisi ce micro, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Tout a commencé il y a 3 ans, quand ma sœur a ramené Alexandre à la maison pour la première fois. Grandir dans la maison des Lefebvre signifiait comprendre sa place très tôt. Chloé était le soleil. J'étais ce qui gravitait autour d'elle, à peine visible dans son éclat. Ma mère, Diane, avait été candidate à des concours de beauté dans la vingtaine. Elle n'a jamais gagné. Passé tout près 2 fois, aimait-elle nous le rappeler, mais elle a déversé tous ses rêves inassouvis sur ma sœur aînée. Chloé avait les cheveux blonds, les yeux bleus, l'ossature qui faisait que les inconnus s'arrêtaient pour la regarder. À 6 ans, elle participait déjà à des concours de mini-miss à travers le pays. Moi? J'avais les cheveux bruns, les yeux bruns, un visage que ma mère a un jour décrit comme « assez agréable ». « Tu es jolie à ta manière », me disait-elle en lissant mes cheveux, tandis que son regard se portait sur Chloé qui s'entraînait à saluer dans le miroir. Tout le monde n'a pas besoin d'être magnifique. J'ai appris à disparaître. Pendant que Chloé accumulait les trophées et les écharpes, j'accumulais les livres. Pendant que ma mère la conduisait à des concours de beauté chaque week-end, je marchais seul jusqu'à la bibliothèque. Quand j'ai été inscrite au tableau d'honneur en 4e, personne n'est venu à la cérémonie. Ils étaient à la compétition régionale de Chloé. On fêtera ça à ton retour, m'a promis papa au téléphone. Ils ont oublié. J'ai trouvé nos albums de photos de famille une fois, rangés dans le placard du couloir. 47 pages étaient consacrées à Chloé, chaque concours, chaque récital, chaque étape importante. 3 pages pour moi, une photo de bébé, une photo de maternelle, une photo embarrassante de la remise des diplômes du collège où la moitié de mon visage était coupée. J'ai compté 2 fois, pensant avoir manqué quelque chose. Ce n'était pas le cas. Ma mère vivait à travers Chloé parce que Chloé était tout ce qu'elle avait voulu être, et moi, j'étais juste là. L'autre fille, celle qui n'avait pas besoin d'investissement. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que j'allais bien. J'avais 29 ans avant de réaliser que je m'étais menti. Alexandre de Courville est entré dans nos vies lors d'un gala de charité il y a 3 ans. Chloé y était en tant qu'influenceuse. Elle s'était constituée une communauté d'1 demi-million de personnes qui la regardaient appliquer du rouge à lèvres et parler de bien-être personnel. Alexandre était là parce que sa famille avait financé tout l'événement. La famille de Courville. Une fortune de vieille souche. Le genre de richesse qui n'a pas besoin de s'annoncer. Quand Chloé l'a ramenée à la maison pour le dîner du dimanche, ma mère a failli s'évanouir. Un de Courville, a-t-elle chuchoté à mon père dans la cuisine, en lui agrippant le bras. Tu imagines notre Chloé avec un de Courville? À partir de ce moment, chaque conversation dans notre maison tournait autour d'Alexandre, le travail d'Alexandre dans la société d'investissement, le domaine familial des de Courville en vallée de Chevreuse, la préférence de la mère d'Alexandre pour les mariages d'hiver. Je m'asseyais à la table du dîner, invisible, pendant que mes parents planifiaient l'avenir de Chloé comme des généraux préparant une campagne. Cela pourrait tout changer pour notre famille, a dit maman une fois, sans même prendre la peine de baisser la voix. Je sortais avec Daniel depuis 2 ans à l'époque.
Il enseignait le français au lycée de Molière et Zola à des adolescents qui, pour la plupart, s'en fichaient. Il me faisait rire. Il se souvenait de mon anniversaire. Il ne m'a jamais, pas une seule fois, fait sentir que j'étais le plan de secours de quelqu'un. La première fois que je l'ai amené rencontrer mes parents, le sourire de ma mère a vacillé. Un enseignant, dit-elle en le regardant de haut en bas. Eh bien, c'est gentil. Il est brillant, ai-je dit. J'en suis sûr, chérie. Elle s'est tournée vers mon père. Chloé t'a raconté? Alexandre l'emmène à Deauville le week-end prochain. Daniel a serré ma main sous la table. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, en rentrant, il m'a demandé pourquoi je continuais de faire des efforts avec eux. Je n'avais pas de bonne réponse. Je n'en ai toujours pas. Mais je me souviens de la première fois où j'ai vu Tristan de Courville, le frère cadet d'Alexandre, regarder ma sœur comme si elle était quelque chose qu'il voulait dévorer. Alexandre a fait sa demande le jour du 32e anniversaire de Chloé. Un diamant de 3 carats, un toit-terrasse à Paris, un photographe caché derrière une plante en pot pour capturer son visage, surpris, pour Instagram. L'annonce des fiançailles est arrivée avec un budget qui m'a donné le vertige. 75 000 €, a annoncé ma mère au dîner, rayonnante comme si elle avait gagné à la loterie. Le lieu à lui seul coûte 35 000 €, mais la famille de Courville connaît le propriétaire. Nous obtenons une réduction. 75 000 € pour une seule journée, pour des fleurs qui se faneraient, un gâteau qui serait mangé et une robe qui resterait dans un placard pour toujours. J'étais fiancé à Daniel depuis 3 mois à ce moment-là. Il m'avait fait sa demande discrètement dans notre appartement, avec la bague de sa grand-mère et un discours qu'il avait répété tant de fois qu'il butait encore sur les mots. J'ai dit oui avant qu'il ait fini. Je ne l'avais pas dit à mes parents. J'attendais le bon moment. Ce soir-là, j'ai pensé que le moment était peut-être venu. Daniel et moi sommes fiancés aussi, ai-je dit quand ma mère a fait une pause pour respirer. Nous pensons à une petite cérémonie. Peut-être au printemps prochain. Le silence qui a suivi était pire que n'importe quel mot. Ma mère a posé son verre de vin. Camille, chérie, c'est adorable. Nous pourrions faire quelque chose dans le jardin, ai-je continué. Rien d'extraordinaire, juste la famille et les amis proches. Ma chérie, la voix de maman était douce, comme on parlerait à un enfant qui ne comprend pas. Tu penses vraiment que quelqu'un viendrait? Je veux dire, comparé au mariage de Chloé, elle n'a pas terminé. Elle n'en avait pas besoin. Nous devons investir judicieusement, a-t-elle dit. Chloé est la jolie. Ce mariage pourrait ouvrir des portes à toute la famille. Mon père n'a rien dit. Il fixait son assiette comme si la purée de pommes de terre contenait les secrets de l'univers. Son silence m'a fait plus mal que ses paroles. J'aurais dû partir à ce moment-là, ai-je dit à Daniel ce soir-là. J'aurais dû en finir. Mais je ne l'ai pas fait, parce que la fête de fiançailles avait lieu dans 2 semaines. Et c'est là que tout a commencé à se déliter. Le domaine des de Courville ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Des colonnes blanches, des étayers au cordeau, des serveurs glissant à travers la foule avec des flûtes de champagne qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. J'y suis allé seul. Daniel n'était pas invité. Place limitée, avait expliqué Chloé, sans vraiment me regarder dans les yeux. Famille seulement. Tu comprends? Je comprenais parfaitement. La fête de fiançailles était un défilé de gens que je ne connaissais pas, les amis d'université d'Alexandre, les associés de ses parents, des parents éloignés dont les noms de famille figuraient sur des bâtiments. J'ai erré dans la foule comme un fantôme, souriant quand on me souriait, hochant la tête quand on me hochait la tête. C'est là que j'ai vraiment remarqué Tristan pour la première fois. Le frère cadet d'Alexandre avait 28 ans, un entraîneur sportif avec le genre de corps qui devrait être sur un panneau d'affichage. Il avait les mêmes cheveux noirs qu'Alexandre, la même mâchoire forte, mais il y avait quelque chose de plus vif dans ses yeux, quelque chose d'affamé. Je l'ai regardé observer Chloé de l'autre côté de la pièce. Elle tenait salon près de la fontaine à champagne, riant à quelque chose qu'un invité avait dit. Le regard de Tristan ne la quittait jamais. Quand elle a jeté un coup d'œil dans sa direction, quelque chose est passé entre eux. Rapide, électrique, disparu avant que je puisse lui donner un nom. J'ai chassé cette pensée. J'étais paranoïaque, susceptible, probablement jalouse, même si je détestais l'admettre.
belle fête, n'est-ce pas? Je me suis retourné pour trouver un homme plus âgé à côté de moi, un appareil photo suspendu à son cou. Il avait des yeux bienveillants et des cheveux gris qui bouclaient sur ses tempes. Robert de Courville, dit-il en tendant la main. L'oncle d'Alexandre. Je suis le photographe non officiel de la famille. Camille, la sœur de Chloé. Ah, son sourire était chaleureux. Celle dont elle ne parle jamais. J'ai ri, surprise. C'est si évident? Je remarque les choses, il a tapoté son appareil photo. Déformation professionnelle. C'est incroyable ce qu'un zoom peut capturer de nos jours chaque moment, même ceux que les gens pensent que personne ne voit. Il s'est éloigné pour photographier le couple heureux. Je n'y ai pas beaucoup pensé à ce moment-là. J'aurais dû. Daniel m'attendait quand je suis rentré. Un regard sur mon visage, et il m'a attiré sur le canapé, m'enlaçant de ses bras comme s'il pouvait me protéger de ma propre famille. Tu n'es pas obligé de continuer à faire ça, dit-il doucement. Faire quoi? De continuer à faire des efforts avec eux. Il s'est reculé pour me regarder. Camille, ça fait 2 ans que je les vois te traiter comme une seconde option. Chaque dîner, chaque fête. Tu mérites mieux. C'est ma famille. La famille ne te fait pas sentir comme ça. Je voulais argumenter. Je voulais les défendre comme je l'avais toujours fait. Ils ne sont pas si terribles. Ils ne le pensent pas. C'est juste leur façon d'être. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je continue d'espérer, ai-je dit finalement, qu'un jour ils me verront vraiment, comme ils voient Chloé. Et s'ils ne le font jamais? La question est restée en suspens entre nous, lourde et sans réponse. J'ai pensé à ce que j'avais à perdre si je gardais le silence. Mon amour-propre, certainement. Ma relation avec Daniel, car combien de temps pourrait-il me regarder être traité ainsi avant de cesser de me respecter, lui aussi? Ma chance de trouver la paix, de construire une vie qui ne soit pas dans l'ombre de l'éclat de ma sœur. Daniel m'a demandé en mariage il y a 3 mois, ai-je dit soudainement. Je ne leur ai pas dit. J'ai eu peur de leur dire parce que je savais qu'ils me feraient sentir que ça n'avait pas d'importance, que je n'avais pas d'importance. Il est resté silencieux un long moment. Tu comptes pour moi, a-t-il dit. Tu seras toujours mon premier choix. J'ai pleuré alors, de gros sanglots les que j'avais retenus pendant 29 ans. C'est la dernière fois, lui ai-je promis. Le mariage. J'irai. Je regarderai Chloé avoir sa journée parfaite, et puis j'en aurai fini. Nous construirons notre propre vie, loin d'eux. 3 mois jusqu'au mariage, 3 mois à endurer. Mais le destin, comme il s'est avéré, avait d'autres plans. L'enterrement de vie de jeune fille a eu lieu dans un hôtel-boutique du centre-ville. 20 des amis les plus proches de Chloé, des influenceuses, des mondaines, des femmes aux cheveux parfaits et au sourire plus acéré. Je suis arrivé en avance pour aider à l'installation, comme on me l'avait demandé pas en tant qu'invité, mais en tant qu'aide. Peux-tu arranger la table des cadeaux, m'a demandé Chloé sans me regarder. Et assure-toi que les hors-d'œuvre sortent à l'heure. Tu sais comment peuvent être les traiteurs. Bien sûr. J'ai passé la première heure à ajuster les centres de table et à diriger les serveurs. Quand je me suis finalement assise avec une assiette de sandwich au concombre intact, une des amies de Chloé s'est approchée. Tu es la sœur, n'est-ce pas? Elle avait des extensions jusqu'à la taille et des cils qui pourraient attiser un petit feu. Vous êtes si différentes. Chloé est apparue à côté d'elle, une coupe de champagne à la main. On nous le dit souvent. Tu dois être si excitée pour elle. J'ai souri. Ravi. Camille est ma petite assistante aujourd'hui. Chloé m'a tapoté l'épaule. C'est l'organisée de la famille. Organisée. Pas belle, pas réussie. Organisée, la fille qui arrange les tables de cadeaux. Je vais voir pour les hors-d'œuvre, ai-je dit. Vous voyez, la voix de Chloé m'a suivi. Toujours si serviable. J'étais à mi-chemin de la cuisine quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Chloé avait sorti son téléphone, caché sous la nappe. Elle tapait rapidement, un sourire secret sur les lèvres, le genre de sourire qui n'avait rien à voir avec l'organisation d'un mariage. Je connaissais ce sourire. Je l'avais porté moi-même au début avec Daniel, quand chaque message de sa part semblait être un cadeau.
Mais Alexandre était à l'autre bout de la ville pour son enterrement de vie de garçon. Alors, qui faisait sourire la mariée comme ça? J'ai repoussé cette pensée. J'étais paranoïaque, je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Et 3 jours plus tard, Marc Renaud a appelé. L'appel est arrivé un mardi après-midi. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Est-ce que je parle à Camille Lefebvre? La voix était masculine, contrôlée, avec une nuance de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. De l'urgence, peut-être, ou de la colère. Qui demande? Marc Renaud. Je suis le témoin d'Alexandre. Nous nous sommes brièvement rencontrés à la fête de fiançailles. Je me souvenais vaguement de lui, grand, sérieux, observant la foule avec les yeux perçants de quelqu'un qui gagne sa vie en posant des questions. Alexandre avait mentionné qu'il était journaliste. Nous devons parler, a-t-il dit, à propos d'Alexandre. Je connais à peine Alexandre. C'est le problème. Une pause. Lui non plus. Les mots sont restés en suspens, étranges et menaçants. Je ne suis pas sûr de ce que vous, pouvons-nous nous rencontrer? Quelque part de privé. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose à propos de votre sœur. Mon estomac s'est noué. Quoi à son sujet? Pas au téléphone, s'il vous plaît. Chaque instinct me disait de raccrocher, de ne pas m'en mêler, de laisser ce qui se passait entre Chloé et qui que ce soit rester hors de mes affaires. Mais ce sourire secret à l'enterrement de vie de jeune fille. Demain, je me suis entendu dire. Le café à l'angle de la rue de Rivoli et de la rue du Louvre, 15 heures. J'y serai. Il a raccroché avant que je puisse changer d'avis. Daniel m'a trouvé fixant mon téléphone 20 minutes plus tard. Qui était-ce? Le témoin d'Alexandre. J'ai posé le téléphone. Il dit qu'il doit me dire quelque chose à propos de Chloé. Quel genre de chose? Je ne sais pas encore. Daniel s'est assis à côté de moi, l'inquiétude gravée sur son visage. Camille, quoi que ce soit, tu n'as pas à t'impliquer. Je sais. Mais quelque chose en moi, la partie qui était restée silencieuse pendant 29 ans, la partie qui avait regardé et attendu et ne s'était jamais exprimée, cette partie voulait savoir. Pour une fois, je voulais savoir ce qui se passait vraiment. Marc attendait déjà quand je suis arrivé, penché sur un café noir comme s'il contenait des réponses qu'il ne pouvait trouver nulle part ailleurs. De près, il avait l'air fatigué, le genre de fatigue qui vient de savoir quelque chose qu'on aimerait ne pas savoir. Merci d'être venu, il a indiqué le siège en face de lui. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai failli ne pas venir. Je me suis assise, enroulant mes mains autour de mon latin tact. Alors, de quoi s'agit-il? Il n'a pas perdu de temps en politesse. Alexandre est comme un frère pour moi. Nous nous connaissons depuis notre première année d'université. C'est l'une des personnes les plus honnêtes que j'ai jamais rencontrées. Marc a croisé mon regard. Il mérite de savoir la vérité. À propos de quoi? Votre sœur et Tristan. Le nom m'a frappé comme de l'eau froide. Tristan, le frère d'Alexandre, celui avec les yeux affamés. Je les ai vus ensemble, a poursuivi Marc. À la fête de fiançailles. Dans un restaurant il y a 2 semaines. Le mois dernier, j'ai vu Chloé quitter l'immeuble de Tristan à 2 heures du matin. Ça ne veut pas dire, je sais ce que j'ai vu. J'ai pensé au sourire secret de Chloé, à la façon dont Tristan l'avait regardé de l'autre côté de la pièce. Pourquoi me dites-vous ça? Parce qu'Alexandre ne m'écoutera pas. Il pense que je suis paranoïaque, surprotecteur. Marc s'est penché en avant. Mais vous êtes sa sœur. Vous avez peut-être remarqué quelque chose. N'importe quoi. L'enterrement de vie de jeune fille, le téléphone caché, le message qui la faisait rayonner. Je ne sais rien de certain, ai-je dit prudemment. Mais vous avez vu quelque chose. J'ai hésité. Peut-être. Alors aidez-moi. Sa voix s'est légèrement brisée. Aidez-moi à le sauver d'un mariage avec quelqu'un qui lui ment. J'aurais dû dire non. J'aurais dû partir. Laisser les choses suivre leur cours. Au lieu de cela, j'ai demandé, qu'est-ce que vous prévoyez de faire exactement? Tout ce qu'il faudra.
Le mariage était dans 8 semaines, et je venais de m'engager dans quelque chose dont je ne pouvais plus sortir. Le dîner de répétition a eu lieu dans un salon privé de l'un des plus anciens restaurants de la ville. Des boiseries sombres, des lustres en cristal, le genre d'élégance tranquille qui murmurait « fortune ancienne ». Je me suis assise au bout de la table, entre deux des tantes âgées d'Alexandre qui n'arrêtaient pas d'oublier mon nom. Pendant une accalmie entre les plats, je me suis excusé et j'ai erré vers le fond de la pièce où Robert de Courville se tenait seul, faisant défiler les photos sur son appareil. « Vous avez de bonnes photos ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux, surpris, puis a souri. « Camille, la sœur invisible. Vous vous souvenez? Je vous ai dit que je remarquais les choses. » Il a tourné l'appareil vers moi, montrant l'écran à cristaux liquides. « Vous voulez voir ?» Il a cliqué sur des dizaines d'images, Chloé riant avec Alexandre, mes parents rayonnants, des toasts au champagne et des gros plans à la lueur des bougies. Puis il s'est arrêté sur une photo. Le sourire a disparu de son visage, sa mâchoire s'est contractée presque imperceptiblement. « Quelque chose ne va pas ?» ai-je demandé. « Certains moments ne devraient pas être capturés » a-t-il marmonné, plus pour lui-même que pour moi. Il est passé à la suivante avant que je puisse voir, mais j'ai eu un aperçu. 2 silhouettes nichées dans ce qui ressemblait à un coin sombre. Proche. Trop proche. Oncle Robert, la voix d'Alexandre a traversé la pièce. Viens prendre une photo de nous avec maman et papa. Robert a forcé un sourire. Le devoir m'appelle. Il est parti, mais ces mots résonnaient dans ma tête. Certains moments ne devraient pas être capturés. J'ai trouvé Marc de l'autre côté de la pièce, en pleine conversation avec l'un des garçons d'honneur. Nos regards se sont brièvement croisés. Il m'a fait un signe de tête presque imperceptible. Plus tard, en marchant vers ma voiture, mon téléphone a vibré. C'était Marc. Robert a vu quelque chose. J'en suis sûr. J'essaie de le faire parler. Je suis resté longtemps à fixer le message. Quoi qu'il se passe, c'était plus grand que des soupçons et des regards maintenant. Il y avait une preuve quelque part, et quelqu'un allait la trouver. Une semaine avant le mariage, Marc a de nouveau appelé. Je l'ai, a-t-il dit sans préambule. Tout ce dont nous avons besoin. Mon cœur battait la chamade. Que veux-tu dire par tout? Robert a coopéré. Il y a une vidéo de la fête de fiançailles, et j'ai des captures d'écran de messages textes entre Chloé et Tristan. Des mois de messages. C'est grave, Camille. Je me suis affalé sur mon canapé, le téléphone pressé contre mon oreille. Comment as-tu eu les messages? L'ex-petite amie de Tristan. Elle les a trouvés sur sa tablette et a gardé des copies quand elle a suspecté qu'il la trompait. Un rire amer. Il s'avère qu'elle avait raison, mais pas avec qui elle pensait. Une partie de moi voulait voir. Une partie de moi voulait faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça dépend. Marc a fait une pause. Veux-tu que j'arrête ça? Je peux aller voir Alexandre ce soir. Tout lui montrer. Le mariage n'aura pas lieu. J'ai fermé les yeux, imaginant les retombées, les visages de mes parents, la rage de Chloé, les accusations qui se porteraient inévitablement sur moi. Non, ai-je dit finalement. Ne le montre pas à Alexandre. Camille, je ne peux pas être celle qui détruit ça. Si Alexandre l'apprend, il doit l'apprendre de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être la sœur jalouse qui a tout gâché. Un silence s'est étiré entre nous. Je comprends, a dit Marc doucement. Mais je ne peux pas le laisser l'épouser. Alors fais ce que tu as à faire, mais laisse-moi en dehors de ça. Tu es sûr? J'en suis sûr. Quand nous avons raccroché, mes mains tremblaient. Daniel m'a trouvé assise dans le noir 1 heure plus tard. Quoi qu'il se passe, a-t-il dit en me serrant contre lui, ce n'est pas ta responsabilité. Il avait raison. Mais le mariage était dans 7 jours, et quoi que Marc prévoie, j'étais sur le point de le voir se dérouler. D'accord, je dois faire une pause ici 1 seconde. Si vous regardez ceci et que vous vous dites « impossible ». Ça ne peut pas être réel, croyez-moi, j'ai ressenti la même chose. Je n'arrêtais pas d'espérer que je me trompais sur tout. D'espérer que Marc se trompait. Si vous êtes captivé par la suite, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner.
Votre soutien compte plus que vous ne le pensez. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé au mariage, car c'est là que tout a changé. Le matin du mariage de Chloé s'est levé gris et humide, le genre de temps qui fait friser les cheveux et rend les photographes nerveux. À midi, les nuages s'étaient juste assez dissipés pour laisser passer une pâle lumière du soleil. Parfait, tout le monde a dit, pour les photos. Le domaine de Bellefontaine s'étendait sur 12 hectares de terrain entretenu, sa grande salle de bal conçue pour accueillir confortablement 400 invités. Aujourd'hui, elle accueillerait 300 personnes venues assister à l'union de Chloé Lefebvre et Alexandre de Courville. Je suis venu seul. Daniel avait proposé de me conduire, d'attendre sur le parking, d'être là quand j'aurais besoin de partir. Mais son nom ne figurait sur aucune invitation. Place limitée, avait de nouveau expliqué Chloé, sa voix tendue de fausseté. Mon petit ami depuis 2 ans, ne valait pas une chaise pliante. J'ai trouvé ma place au fond de la salle de bal, presque contre le mur. Rangée 15, siège 23. 299 invités sur 300. J'aurais pu rire si ça ne m'avait pas autant piqué. La salle s'est remplie lentement. Des femmes en robe de créateur, des hommes en costume sur mesure, la subtile compétition de la richesse pleinement affichée. Je ne reconnaissais presque personne. Puis j'ai vu Marc. Il se tenait à l'avant avec les autres garçons d'honneur, ajustant sa boutonnière. Il avait l'air calme, trop calme, comme un homme qui avait déjà fait la paix avec ce qu'il s'apprêtait à faire. Nos regards se sont croisés par-delà la mer d'invités. Il a hoché la tête une fois, presque imperceptiblement. Mon estomac s'est noué. Tristan était aussi dans la file des garçons d'honneur. 3e en partant de la gauche. Même d'ici, je pouvais voir la sueur perler sur son front. Sa cravate semblait trop serrée. Son sourire semblait trop forcé. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il ne savait juste pas quoi. Le quatuor à cordes a commencé à jouer, et 300 têtes se sont tournées vers l'entrée. La mariée arrivait. Chloé est apparue dans l'embrasure de la porte comme une vision sortie d'un magazine de mariage. La robe était tout ce dont ma mère avait rêvé, 14 000 € de dentelle cousue main, une traîne cathédrale qui semblait interminable, un voile si délicat qu'il ressemblait à une brume matinale. Chloé a flotté dans l'allée au bras de notre père, son sourire radieux, ses yeux fixés sur Alexandre à l'autel. Ma mère pleurait déjà. N'est-elle pas magnifique, a chuchoté quelqu'un derrière moi. Époustouflante, a approuvé une autre voix. Comme une princesse. J'ai regardé mon père remettre Chloé à Alexandre. Son visage rayonnait de fierté, le genre de fierté que j'avais passé une vie à essayer de mériter. Maman serrait son mouchoir, épongeant des larmes qui attendaient de couler depuis 20 ans. Leur fille parfaite. Leur moment parfait. À l'autel, Alexandre a pris les mains de Chloé. Son visage était ouvert, confiant, plein d'un amour si sincère que ma poitrine s'est serrée. Il n'avait aucune idée. Aucune idée que la femme en blanc lui avait menti pendant des mois. Aucune idée que son propre frère savait quel goût avaient ses lèvres. Moi, Alexandre, je te prends, Chloé, pour être ma femme, a-t-il dit, la voix stable, pour t'avoir et te garder à partir de ce jour. Pour être honnête et fidèle, honnête. Fidèle. L'ironie ne m'a pas échappé. Chloé a répété ses vœux sans un tremblement, sans un soupçon de culpabilité. Elle était douée. Elle avait toujours été douée pour jouer la comédie. Je vous déclare maintenant mari et femme. La foule a éclaté en applaudissements. 300 personnes célébrant un mensonge. J'ai applaudi aussi. Que pouvais-je faire d'autre? Mais alors que les jeunes mariés remontaient l'allée, j'ai surpris l'expression de Tristan, blanc comme un linge, transpirant à travers son costume coûteux. Quoi qu'il arrive, il le sentait aussi. Nous le sentions tous. Nous ne savions simplement pas à quel point c'était proche. La réception a eu lieu dans la grande salle de bal, transformée en un pays des merveilles de roses blanches et de chandelles. Des lustres en cristal projetaient de doux prismes sur la piste de danse où Chloé et Alexandre ondulaient pour leur première danse. Je me suis assise à une table près du fond avec des invités que je ne connaissais pas. Personne ne s'est présenté. Personne ne m'a demandé mon nom. Puis ma mère a pris le micro. Je voudrais dire quelques mots sur ma magnifique fille. La salle s'est calmée. Diane se tenait au centre de l'attention, exactement là où elle avait toujours voulu être.
Chloé a été ma fierté et ma joie depuis sa naissance. Je savais qu'elle était spéciale. Je savais qu'elle était destinée à de grandes choses. La voix de maman s'est brisée avec une émotion répétée. Et maintenant, en la voyant avec Alexandre, je sais que tous mes rêves pour elle se sont réalisés. Les invités ont murmuré leur approbation. Mon père rayonnait. Et bien sûr, a poursuivi maman en balayant la salle du regard, mon autre fille est ici quelque part. Camille, fais un signe de là où tu es. 299 visages se sont tournés, cherchant. Quelques personnes ont ri doucement quand elles n'ont pas pu me trouver. Je n'ai pas fait de signe. Eh bien, elle est timide, a dit maman en riant pour dissiper le malaise. Quoi qu'il en soit, à la mariée et au marié. À la mariée et au marié, a fait écho la foule. Je suis resté parfaitement immobile, la chaleur montant à mes joues. Mon autre fille. Pas ma plus jeune fille. Pas mon deuxième enfant. Mon autre fille, comme si j'étais un accessoire qu'elle avait presque oublié de mentionner. À la table d'honneur, Marc a vérifié quelque chose sous sa serviette, une sacoche d'ordinateur portable partiellement cachée, une clé USB dans sa paume. Il a croisé mon regard. Son expression disait, c'est l'heure. Et maintenant, a annoncé le maître de cérémonie, veuillez accueillir le témoin pour son toast. Marc s'est levé lentement, a ajusté sa cravate et a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un sur le point de faire s'écrouler un château de cartes. Marc s'est approché du micro d'un pas mesuré, celui d'un homme qui avait répété ce moment 100 fois. La salle s'est installée dans un silence attentif. Alexandre et moi nous sommes rencontrés en première année d'université, a-t-il commencé, sa voix chaleureuse, conversationnelle. Il me prêtait ses notes quand je manquais un cours, m'apportait de la soupe quand j'avais la grippe, m'a aidé à surmonter toutes les mauvaises ruptures que j'ai eues. Des rires ont parcouru la foule. Alexandre a souri, levant son verre de champagne. C'est la personne la plus loyale que je connaisse, la plus honnête. Le genre d'homme qui croit que tout le monde mérite la vérité, peu importe à quel point elle est difficile à entendre. Quelque chose a changé dans le ton de Marc. Subtil, mais je l'ai remarqué. Un léger durcissement. Alexandre m'a dit un jour que la confiance est le fondement de toute relation, que sans honnêteté, l'amour ne signifie rien. Marc a fait une pause. J'ai toujours admiré ça chez lui. La salle souriait encore, acquiesçant toujours. Mais à la table d'honneur, la main de Chloé s'était figée à mi-chemin de son verre d'eau. C'est pourquoi, a poursuivi Marc, je pense qu'Alexandre mérite la vérité. Toujours. Alexandre a ri nerveusement. Tu deviens un peu sérieux là, mon pote. Je suis sérieux. Les yeux de Marc se sont fixés sur ceux du marié. Extrêmement sérieux. Silence. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Les serveurs se sont arrêtés en plein mouvement. 300 personnes ont retenu leur souffle sans savoir pourquoi. J'ai hésité à faire ça, a dit Marc, sa voix portant jusqu'à chaque recoin de la pièce. Pendant des semaines, je me suis demandé si c'était ma place, si je devais juste laisser les choses se faire. Il a regardé Chloé, puis Tristan, dont le visage était devenu de la couleur du lait tourné. Mais Alexandre est mon frère dans tous les sens du terme, et il mérite de savoir avec qui il s'est marié. Le sourire de ma mère s'était figé. Le verre de champagne de mon père était suspendu en l'air. Avant de terminer, a dit Marc, je pense que tout le monde mérite de voir à quoi ressemble le véritable amour. L'écran géant derrière la table d'honneur a pris vie. Au début, j'ai cru que cela faisait partie du diaporama prévu, des photos d'Alexandre et Chloé, leur histoire d'amour en images. Mais ensuite, l'image est devenue nette, et la salle est devenue glaciale. C'était la fête de fiançailles. Le coin du jardin du domaine des de Courville, partiellement caché par des haies. Deux silhouettes pressées l'une contre l'autre dans l'ombre. Une femme en robe couleur champagne. Un homme aux cheveux noirs. Chloé et Tristan, s'embrassant comme s'ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. Des halètements ont parcouru la foule comme une vague. Quelqu'un a laissé tomber une flûte de champagne. Elle s'est brisée sur le sol en marbre, le son absurdement fort dans le silence stupéfait. Qu'est-ce que c'est ? La voix d'Alexandre est sortie étranglée, méconnaissable. La vidéo a changé. Des captures d'écran maintenant, des messages textes agrandis pour que les 300 invités puissent les lire.
Tristan, je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Chloé, moi non plus. Quand est-ce que je peux te revoir? Tristan, c'est de la folie. C'est mon frère. Chloé, il n'a pas à le savoir. Personne n'a à le savoir. Les messages continuaient. Des dates s'étalant sur des mois. Des détails qui ne laissaient rien à l'imagination. Chloé a crié, éteins ça. Éteins ça. Mais Marc n'a pas bougé vers l'ordinateur portable. Pas plus que l'équipe technique, figée par le choc. Alexandre, la voix de Marc a percé le chaos. Je suis désolé. Je suis tellement désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Mais je ne pouvais pas te laisser vivre un mensonge. Alexandre s'est levé lentement. Son visage était blanc, ses mains tremblaient. Il s'est tourné vers sa mariée, sa femme depuis moins d'une heure. Dis-moi que c'est faux, a-t-il murmuré. Dis-moi que c'est retouché. Dis-moi quelque chose. La bouche de Chloé s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Aucun mot n'est sorti. Et dans ce silence, 300 invités ont compris exactement ce dont ils étaient témoins. Le mariage parfait était devenu le cauchemar parfait. La salle de bal a sombré dans le chaos. Alexandre s'est jeté sur la table vers Tristan. Les verres de champagne ont volé. Les arrangements floraux se sont éparpillés. Il a fallu 3 garçons d'honneur pour le retenir, et même alors, son poing a heurté la mâchoire de Tristan assez fort pour l'envoyer au tapis. Mon propre frère. La voix d'Alexandre s'est brisée, empreinte de trahison. Mon propre frère. Tristan a reculé en rampant, les mains levées. Alexandre, écoute-moi. Ça ne voulait rien dire. Des mois? Il y a des mois de messages. Chloé s'est jetée entre eux, le mascara coulant sur son visage. Alexandre, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. C'était une erreur. Une terrible erreur. Alexandre l'a bousculée comme si elle n'était pas là. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Alexandre, nous sommes mariés depuis 45 minutes. Son rire était creux, brisé. 45 minutes et je veux déjà un divorce. Les invités se dirigeaient vers les sorties. Certains regardaient, fascinés et horrifiés, les téléphones levés pour capturer les décombres. D'autres fuyaient comme si le bâtiment était en feu. Madame de Courville, la mère d'Alexandre, s'était effondrée sur une chaise, son mari l'éventant frénétiquement. Elle ne cessait de murmurer « non, non, non », comme une prière déjà exaucée. Tristan s'est relevé en titubant, du sang coulant de sa lèvre. « Alexandre, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Sors. » La voix d'Alexandre était maintenant d'un calme mortel. « Sors avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. » 2 des garçons d'honneur ont escorté Tristan vers la sortie arrière. Il n'a pas résisté. Il n'a pas regardé en arrière. Et Chloé, la parfaite, la belle Chloé, se tenait seule au milieu de sa robe à 14 000 €, regardant tout ce qu'elle avait construit s'effondrer autour d'elle. Pendant un instant, juste un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu de chaque mot cruel, de chaque regard dédaigneux, de chaque fois où elle m'avait fait sentir que je n'étais rien. L'instant est passé. Dans le chaos, j'avais presque oublié mes parents. Je les ai trouvés près de la table d'honneur, figés comme des statues dans un ouragan. La poigne de ma mère sur le bras de mon père était si forte que ses jointures étaient devenues blanches, ses ongles manucurés laissant des croissants dans la manche de sa veste. Étais-tu au courant? Sa voix tremblait, à peine plus forte qu'un murmure. Richard, étais-tu au courant de ça? Non. Le visage de mon père était gris, vieilli de 10 ans en 10 minutes. Non, je n'étais pas au courant. Je le jure devant Dieu, je n'étais pas au courant. Notre Chloé, la voix de maman s'est brisée. Notre parfaite Chloé. Elle s'est interrompue, incapable de finir, incapable de concilier la fille qu'elle avait vénérée pendant 32 ans avec la femme qui venait de détruire son propre mariage. Puis ma mère m'a vu. Nos regards se sont croisés à travers le chaos, les pétales de rose éparpillés, les chaises renversées, les invités sous le choc. Elle s'est avancée vers moi comme une femme en transe. Camille. Elle m'a saisi les bras, ses doigts s'enfonçant. Tu savais, n'est-ce pas?
Tu savais quelque chose. Je n'ai pas bronché. Je m'en doutais. Alors pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? La question est restée en suspens, si absurde que j'ai presque ri. M'auriez-vous cru, ai-je demandé doucement. Je bien sûr que je t'aurais cru. Vraiment? J'ai rencontré son regard, stable et sans faille. Si j'étais venu vous dire que Chloé trompait Alexandre, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cru l'autre fille? Ou m'auriez-vous traité de jalouse? La bouche de maman s'est ouverte. C'est fermé. Aucun mot n'est sorti. C'est bien ce que je pensais. J'ai doucement retiré ses mains de mes bras. Derrière nous, Alexandre marchait vers la sortie, flanqué de Marc et de ses parents. Il n'a pas regardé Chloé. Pas une seule fois. Je comprenais exactement ce qu'il ressentait. Alexandre s'est arrêté à l'entrée de la salle de bal et s'est tourné pour faire face aux invités restants. Il y avait peut-être encore une centaine de personnes, trop choquées ou trop curieuses pour partir. Sa voix était stable quand il a parlé, étrangement stable. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas la célébration que vous attendiez. Un sourire amer a traversé son visage. Ce n'est pas celle que j'attendais non plus. Chloé s'est frayé un chemin à travers la foule. Alexandre, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler en privé? S'il te plaît. Il ne l'a pas regardé. Mon avocat vous contactera lundi. Nous entamerons immédiatement une procédure d'annulation. Annulation. Alexandre, tu ne peux pas. Je peux, et je le ferai. Finalement, il s'est tourné pour lui faire face. Tu as eu des mois pour me dire la vérité. Des mois. Au lieu de ça, tu m'as laissé me tenir à cet hôtel et prononcer des vœux que tu savais être une blague. Ce n'était pas une blague pour moi. Tu couchais avec mon frère. Chaque mot tombait comme une pierre. Pendant des mois. Et tu m'as épousé quand même. Quelle partie de ça n'est pas une blague? Le sang-froid parfait de Chloé a finalement volé en éclats. Elle s'est effondrée à genoux dans sa robe à 14 000 €, la traîne cathédrale s'étalant autour d'elle comme un nuage brisé. Je t'aime, a-t-elle sangloté. Je t'aime, Alexandre. Tu ne sais pas ce que signifie l'amour. Il est sorti sans regarder en arrière. Ses parents l'ont suivi, Madame de Courville soutenue entre son mari et un garçon d'honneur. Marc s'est arrêté à la porte. Il m'a trouvé dans la foule, m'a fait un dernier signe de tête, puis il est parti aussi. La salle de bal ressemblait au décombre d'une bombe. Des fleurs piétinées, des chaises renversées, un gâteau de mariage intact, sa petite figurine de mariée se moquant de ce qui aurait pu être, et Chloé toujours à genoux sur le sol, entourée de tout ce qu'elle avait détruit. Pour la première fois de ma vie, je n'avais rien à lui dire. J'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la sortie, marchant prudemment sur les pétales de rose éparpillés et le verre brisé. J'étais presque à la porte quand ma mère m'a intercepté. Où vas-tu? Sa voix était stridente, désespérée. Tu ne peux pas simplement partir. Si, je peux. Mais Chloé a besoin de faire face aux conséquences de ses propres choix. J'ai ajusté mon sac sur mon épaule. J'en ai fini. Camille, s'il te plaît. Maman m'a agrippé le bras. Tu dois nous aider à savoir quoi faire. Tu es sa sœur. Tu es censé, je suis censé quoi? Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Nettoyer ses dégâts? La réconforter? Être l'organisé qui arrange tout pendant que Chloé pleure. Je ne voulais pas dire, tu m'as appelé l'autre fille ce soir devant 300 personnes. Ma voix était calme. Inquiétamment calme. Vous avez passé 30 ans à me traiter comme un plan de secours, et maintenant vous voulez mon aide. Le visage de maman s'est décomposé. Camille, je t'aime, maman, mais j'en ai fini d'être invisible. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Quand tu seras prête à m'avoir dans ta vie en tant que ta fille, pas en tant qu'assistante de Chloé, pas en tant que l'autre, tu sais où me trouver. Je suis sorti avant qu'elle ne puisse répondre. Daniel attendait sur le parking, appuyé contre sa voiture comme s'il était là depuis des heures. Peut-être que c'était le cas. C'était grave comment, a-t-il demandé. Biblique. Il m'a ouvert la portière passager sans un mot de plus.
Nous étions à mi-chemin de la maison avant que je réalise que je pleurais. Pas pour Chloé, pas pour mes parents, mais pour la petite fille qui avait compté les pages d'albums photos et s'était sentie lésée. Pour la femme qui avait enfin cessé d'attendre d'être vue. Daniel a pris ma main. Il ne l'a pas lâchée jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser que j'aurais dû me sentir plus satisfaite à ce moment-là. Vengée, peut-être, mais honnêtement, je me sentais juste fatigué. Fatigué de me battre pour des miettes de leur attention. Fatigué d'être en colère. Si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, commentez ci-dessous. Avez-vous déjà dû regarder le karma faire son travail? J'aimerais beaucoup entendre vos expériences. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. Les retombées ont été rapides et impitoyables. En 48 heures, des vidéos du mariage s'étaient propagées sur toutes les plateformes de médias sociaux importantes. Quelqu'un avait capturé tout le discours de Marc sur son téléphone. Quelqu'un d'autre avait filmé la crise de nerfs de Chloé. Un autre avait obtenu des images de Tristan s'enfuyant avec du sang sur le visage. Le lundi matin, la communauté Instagram soigneusement entretenue de Chloé avait implosé. Elle avait bâti sa marque sur l'authenticité, sur les objectifs de couple, sur des publications sponsorisées sur la confiance et la communication. Ses 500 000 abonnés lui avaient fait confiance. Maintenant, il se sentait trahi, et il voulait qu'elle en paie le prix. Les commentaires étaient brutaux. Je n'arrive pas à croire que j'ai suivi les conseils d'une tricheuse. Son pauvre mari. 1 heure après le mariage. Comment peux-tu tromper ton fiancé avec son propre frère? Voilà ce qui arrive quand on est belle mais vide à l'intérieur. En une semaine, elle était passée de 500 000 à moins de 100 000 abonnés. Les marques qu'il avait payées pour promouvoir leurs produits ont disparu du jour au lendemain. 3 contrats de sponsoring d'une valeur de près de 45 000 € par an ont été annulés avant même qu'elle puisse faire une déclaration. L'appartement qu'elle partageait avec Alexandre, le luxueux gratte-ciel qu'il avait payé, n'était plus le sien. Elle avait 72 heures pour récupérer ses affaires. Mes parents sont allés en ville pour l'aider à déménager. Ils sont revenus avec une voiture pleine de vêtements de créateurs et une fille qui n'arrêtait pas de pleurer. Chloé est retournée vivre dans sa chambre d'enfant à 32 ans. Et Tristan, il a été discrètement effacé de la famille de Courville. Il travaillait dans une salle de sport détenue en partie par une fiducie familiale des de Courville. Cela a pris fin immédiatement. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il avait déménagé en Arizona. Nouveau départ, nouveau nom sur ses profils sociaux. La Jolie et le frère en or. Regardez jusqu'où ils sont tombés. 2 semaines après le mariage, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi, la partie qui n'avait jamais complètement perdu espoir, m'a fait accepter. Camille. Sa voix semblait différente, plus faible. J'ai besoin de te parler. De quoi? Une longue pause. J'ai beaucoup réfléchi à Chloé et à tout. J'ai attendu. Je ne l'ai pas vue, a-t-elle poursuivi, la voix brisée. Toutes ces années, je n'ai pas vu qui elle était vraiment. J'étais tellement concentré sur sa beauté, son succès, son potentiel, j'ai manqué tout ce qui comptait. Maman, laisse-moi finir. Une respiration tremblante. Je suis désolé de ne pas avoir vu la vraie Chloé. Je suis désolé de lui avoir fait confiance alors que je n'aurais pas dû. J'ai remarqué ce qu'elle ne disait pas. Et j'ai demandé doucement, et quoi? Tu es désolé de ne pas avoir vu Chloé clairement? Et moi? Es-tu désolé de la façon dont tu m'as traité pendant 30 ans? Silence. Je n'essayais pas de te faire de mal, Camille. Je pensais juste que Chloé avait besoin de plus. Plus de quoi? Plus d'amour? Plus d'attention? Plus de mariage à 75 000 €? Ce n'est pas juste. M'appeler l'autre fille devant 300 personnes non plus. Je l'ai entendu pleurer à l'autre bout du fil. Une partie de moi voulait la réconforter. Une plus grande partie a refusé. Quand tu seras prête à t'excuser pour la façon dont tu m'as traité, et pas seulement pour avoir fait confiance à Chloé, rappelle-moi. J'ai raccroché. 3 heures plus tard, un message de mon père, je suis désolé pour tout. Pas seulement pour ça. Ce n'était pas assez. Mais c'était la première fois qu'il le reconnaissait.
Peut-être y avait-il de l'espoir. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je n'allais plus attendre pour le savoir. J'avais ma propre vie à construire. Daniel et moi avons fixé une date. Pas un lieu comme le domaine de Bellefontaine. Pas une liste d'invités de 300 inconnus. Pas une robe à 14 000 € ou une fontaine à champagne ou un quatuor à cordes. Juste un jardin, un officiant, 30 personnes qui nous aimaient vraiment. Tu es sûr de ça, a demandé Daniel, me regardant adresser les invitations à notre table de cuisine. On pourrait faire quelque chose de plus grand. Un restaurant, peut-être un parc. J'en suis sûr, ai-je dit en scellant une autre enveloppe. J'ai passé toute ma vie à regarder mes parents tout investir dans les moments parfaits de Chloé. Je n'ai pas besoin de perfection. J'ai besoin de réalité. Il m'a embrassé sur le front. T'ai-je déjà dit que je t'aime une ou deux fois? Eh bien, voilà encore. Le travail allait bien aussi. L'entreprise d'organisation d'événements à laquelle j'avais donné 6 ans de ma vie a finalement reconnu ce que je pouvais faire. 3 mois après le mariage de Chloé, j'ai été promue coordinatrice d'événements seniors. Plus de responsabilités, un meilleur salaire. Un bureau d'angle avec des fenêtres. Personne ne me l'a offert. Je l'ai mérité. Marc est resté en contact. Il s'était inquiété après le mariage que je lui en veuille pour le chaos. Ce n'était pas le cas. Alexandre méritait la vérité, et Marc la lui avait donnée. Parfois, l'amitié signifie dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. Alexandre lui-même se remettait, lentement. L'annulation a été prononcée sans contestation. Chloé n'avait aucun motif pour s'y opposer. La dernière fois que Marc m'en a parlé, Alexandre sortait de nouveau avec quelqu'un. Rien de sérieux, juste apprendre à faire confiance. Il a demandé de tes nouvelles, a mentionné Marc lors d'un de nos appels. Il voulait que je te dise qu'il est reconnaissant de ne pas avoir prévenu Chloé, d'avoir laissé la vérité éclater. Je n'ai rien fait. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut. 3 mois de passé, toute une vie à venir, et pour la première fois, je la construisais pour moi-même. Le message est arrivé 2 mois après le mariage. Pouvons-nous parler? J'ai besoin de ma sœur. Je suis resté longtemps à regarder mon téléphone. Daniel corrigeait des copies à la table de la cuisine, ses lunettes glissant sur son nez, un stylo rouge à la main. Normal, calme, sûr. Chloé, ai-je dit. Il a levé les yeux. Que veut-elle? Parler. Veux-tu lui parler? Le voulais-je? J'avais passé 2 mois dans un silence bienheureux. Pas de drame familial, pas de comparaison, pas le sentiment de ne pas être assez. Une partie de moi voulait que ça reste ainsi pour toujours. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de tresser les cheveux de Chloé quand nous étions petites, de partager des secrets sous les couvertures, d'être sœurs avant d'être rivales, cette partie n'était pas prête à tout lâcher complètement. Je pense que je dois le faire, ai-je dit finalement. Pour tourner la page, si rien d'autre. J'ai répondu par message, café? Samedi? Lieu public. Pas de parents. Sa réponse est arrivée immédiatement. Merci. Merci beaucoup. Samedi est arrivé gris et pluvieux. Je suis arrivé la première au café, j'ai commandé un latte et j'ai choisi une table près de la fenêtre d'où je pouvais regarder la pluie. Chloé est arrivée avec 10 minutes de retard, ce qui était à l'heure pour elle. Mais la femme qui a franchi la porte n'était pas la sœur dont je me souvenais. Elle avait l'air plus mince, plus pâle. Les cheveux blonds qui avaient toujours été parfaitement coiffés tombaient sans vie autour de son visage. Pas de maquillage, pas de vêtements de créateur, juste un jean et un pull qui avaient connu des jours meilleurs. Elle s'est glissée sur le siège en face de moi, les mains enroulées autour de son café intact comme si c'était une bouée de sauvetage. Merci de me rencontrer. Ne me remercie pas encore, ma voix est restée égale. Je n'ai pas décidé ce que je suis prête à te donner. Elle a tressailli, mais elle a hoché la tête. Je le mérite, a-t-elle dit doucement. Nous sommes restées assises là, 2 étrangères qui étaient autrefois sœurs, avec tout et rien entre nous. J'ai tout gâché. La voix de Chloé était à peine un murmure. Je sais que j'ai tout gâché. Oui, tu l'as fait. L'histoire avec Tristan ça a commencé avant les fiançailles.
Je sais que ça ne rend pas les choses meilleures, mais je veux que tu comprennes. J'avais peur. Alexandre était si parfait et j'étais terrifié de ne pas être à sa hauteur. Alors tu as couché avec son frère? Elle a grimacé. Je ne te demande pas de comprendre. Je veux que tu saches que je suis désolé. Pour l'aventure. Pour tout. Je me suis adossé à ma chaise, l'étudiant. La femme en face de moi avait l'air brisée. Vraiment, complètement brisée. Une partie de moi voulait tendre la main et la serrer dans ses bras. Une plus grande partie se souvenait de chaque mot cruel qu'elle avait jamais prononcé. Es-tu désolé pour l'aventure, ai-je demandé prudemment. Ou es-tu désolé de la façon dont tu m'as traité pendant 29 ans? Chloé a cligné des yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu m'as appelé l'organiser devant tes amis comme si c'était une insulte. Je veux dire que tu as laissé maman passer toute mon enfance à nous comparer. Je veux dire que tu es resté là pendant qu'il t'appelait la jolie et me traitait comme si je n'existais pas. Je ne leur ai jamais demandé de faire ça. Mais tu ne les as pas arrêtés non plus, n'est-ce pas? Silence. Non, a-t-elle finalement admis. Je ne l'ai pas fait. Nous sommes restés assises là, le poids de 30 ans pesant sur la table entre nous. Je peux pardonner l'aventure, ai-je dit lentement. C'était entre toi et Alexandre. Ce n'était pas mes affaires. Mais je ne peux pas oublier comment toi, maman et papa m'avaient fait sentir toute ma vie. Je ne suis pas prête à faire comme si ça n'était pas arrivé. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Que veux-tu de moi? Je veux que tu me voies. Que tu me voies vraiment, pour une fois dans notre vie. Elle n'avait pas de réponse. Moi non plus. J'ai appelé mes parents la semaine avant mon mariage. Maman a répondu à la deuxième sonnerie. Camille. Sa voix était prudente, pleine d'espoir, la voix de quelqu'un qui attend la permission de revenir dans votre vie. Je vais me marier, ai-je dit. Samedi, 15 heures. Oh, chérie, laisse-moi finir. J'ai pris une profonde inspiration. Ce sera petit. 30 personnes, dans le jardin des parents de Daniel. Silence. Vous êtes invités, ai-je continué. Tous les deux. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'abord. N'importe quoi. Si vous venez en tant que mes parents. Pas en tant que les parents de Chloé qui ont une autre fille. Pas en tant que des gens qui regrettent de ne pas avoir investi dans quelqu'un d'autre. En tant que mes parents. Pouvez-vous faire ça? Plus de silence. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan, demandant ce que j'avais dit. Richard, a dit ma mère doucement. Camille va se marier. Un bruissement. Puis la voix de mon père, plus proche. Nous serons là, ma chérie. Quoi que tu aies besoin. J'ai besoin que vous me voyiez, ai-je dit. C'est tout ce dont j'ai jamais eu besoin. Nous te voyons. La voix de papa s'est brisée. Je sais que nous ne l'avons pas toujours montré, mais nous te voyons. Maman est revenue au téléphone. Pouvons-nous apporter un cadeau? Je sais que nous n'avons pas aidé à l'organisation, et je sais que elle s'est arrêtée. À recommencer. Je sais que je n'ai pas été juste avec toi. J'essaie de faire mieux. C'est tout ce que je demande, ai-je dit. Juste d'essayer. Quand nous avons raccroché, Daniel me regardait depuis l'embrasure de la porte. Comment ça s'est passé? Ils viennent. J'ai souri, surprise de constater que c'était sincère. Ils viennent vraiment. Comment te sens-tu? J'y ai pensé. Pleine d'espoir, terrifiée, mais surtout juste prête. Il a traversé la pièce et m'a prise dans ses bras. Tu vas être une mariée magnifique, a-t-il dit. Je vais être une vraie. C'est mieux. Le jour où j'ai épousé Daniel, il a plu. Pas une bruine polie comme le jour du mariage de Chloé. Une averse torrentielle qui a transformé le jardin en un champ de boue et nous a tous forcés, les 35, à nous abriter sous une tente de location qui avait certainement connu des jours meilleurs. C'était parfait. Ma robe a coûté 300 € dans une friperie du centre-ville. Mes fleurs étaient des fleurs sauvages que Daniel avait cueillies dans un champ près de la maison de ses parents. L'officiant était un ami de la famille qui n'arrêtait pas de mélanger ses notes et de nous faire rire. Et j'étais si heureuse.
Mes parents étaient assis au deuxième rang, pas au premier, qui appartenait aux parents de Daniel, les personnes qui m'avaient accueilli dans leur famille sans condition ni comparaison. Mais ils étaient là. Maman a pleuré pendant toute la cérémonie. Papa n'arrêtait pas de se racler la gorge et de cligner des yeux. Pour une fois, je pense qu'il pleurait pour moi. Marc est venu, amenant Alexandre avec lui. Il avait l'air bien, plus léger qu'à son propre mariage désastreux, comme s'il avait enfin déposé un lourd fardeau. Il m'a serré dans ses bras avant la cérémonie. Merci, a-t-il dit simplement. Pourquoi? De ne pas être comme elle. Chloé n'était pas là. Je ne l'avais pas invitée. Nous n'étions pas prêtes pour ça. Pas encore. Mais elle avait envoyé des fleurs et une carte. J'espère que c'est le premier jour de ton bonheur éternel. Tu le mérites. Ce n'était pas le pardon, mais c'était peut-être un début. Quand Daniel et moi avons échangé nos vœux, je n'ai pas pensé au lieu qui n'était pas le domaine de Bellefontaine ou à la robe qui n'était pas de Créateur. J'ai pensé aux 35 personnes qui étaient venues sous la pluie parce qu'elles nous aimaient. Je te choisis, a dit Daniel. Aujourd'hui et chaque jour après. Je pleurais trop fort pour répondre correctement, mais je pense qu'il a compris. Parfois, les gens me demandent si je déteste mes parents, si je déteste Chloé. La réponse est plus compliquée que oui ou non. J'ai passé 29 ans à attendre d'être vu. Attendant que ma mère me regarde de la même manière qu'elle regardait ma sœur. Attendant que mon père prenne la parole une seule fois pour dire que j'étais suffisante. Attendant que Chloé reconnaisse qu'on lui avait tout donné ce qui m'avait été refusé. Voici ce que j'ai appris. Attendre que les autres vous valident est un jeu perdu d'avance. Vous pouvez passer toute votre vie à vous produire pour un public qui regarde quelqu'un d'autre. Ou vous pouvez construire votre propre scène. Ma relation avec mes parents est encore en cours d'amélioration. Nous dînons ensemble une fois par mois maintenant. Ils me posent des questions sur mon travail, mon mariage, ma vie. C'est parfois gênant, mais ils essaient. Et pour la première fois, cela semble suffisant. Chloé et moi échangeons des messages de temps en temps. Rien de profond, juste pour prendre des nouvelles. La petite conversation hésitante de personnes qui reconstruisent quelque chose à partir de décombres. Peut-être que nous ne serons jamais proches. Peut-être que ce n'est pas grave. Certaines blessures guérissent différemment des autres. Mais voici la chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, si vous retenez quelque chose, votre valeur n'est pas déterminée par qui vous aime le plus. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est de la survie. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est simplement de bien vivre. Si vous êtes l'autre fille de quelqu'un, le plan de secours de quelqu'un, le second choix de quelqu'un, sachez que vous méritez d'être le premier choix de quelqu'un. Pas parce que vous êtes la plus jolie ou la plus réussie ou la plus connectée, juste parce que vous êtes vous. J'ai toujours été visible.